Je vais faire une brève introduction, puis après je céderai la parole à nos intervenantes et intervenants. Alors, on est réunis ce soir sur, un webinaire, autour des données de santé, qui s'inscrit dans un programme, une programmation, sur le territoire du Hainaut. Donc, c'est un projet, qui est coporté par les assembleurs. Je présenterai très brièvement notre structure puisqu'on n'est pas trop de l'univers de la santé, donc on n'est pas identifié par tous les acteurs qui sont sur ce webinaire. Et on porte ce projet avec l'agglomération de la Porte du Hainaut, le grade des Hauts-de-France qui s'appelle INEA et la Caisse d'assurance maladie du Hainaut. Donc ce programme, on vous le représentera peut-être un peu plus tard pour vous expliquer les suites, mais aujourd'hui, on est sur un temps qui est vraiment dédié aux professionnels de santé pour pouvoir parler numérique en santé, bien sûr, de manière générale, mais plus précisément des données de santé. Aujourd'hui, on a décidé de donner la parole à 3 structures. On va avoir d'abord Caroline Guillot qui va parler au nom du Health Data Hub pour déjà apporter un premier cadre et première réflexion en entonnoir sur ces questions de données de santé. Donc, je la laisserai présenter. Je te donnerai bien sûr le lead sur le partage d'écran. Et ensuite, on aura Claire Grenier qui va intervenir au nom de l'équipe cybersécurité de INEA pour essayer de partager peut-être un peu des bonnes pratiques en matière cyber, puisque c'est très connecté au sujet des données de santé, évidemment. Et enfin, nous aurons Olivier Dautin, le vice-président de France Asso Santé Hauts-de-France, qui va pouvoir un petit peu aussi redonner la voix aux patients pour se dire aussi comment eux se retrouvent au cœur de ces enjeux et comment est-ce que ça se traduit du côté patient, toutes ces réflexions, ces débats, ces controverses sur les données de santé. Voilà. Et simplement, peut-être pour expliquer un petit peu, faire un petit temps introductif sur nous, la structure qui proposons ce webinaire. Donc les assembleurs, c'est une coopérative régionale qui est basée dans les Hauts-de-France, qui travaille sur les enjeux du numérique, avec l'enjeu de rendre ça le plus inclusif possible, c'est-à-dire de lutter contre les difficultés d'accès, d'utilisation, de compréhension des enjeux liés au numérique. Et bien sûr, on travaille beaucoup avec les acteurs, donc dans une approche de coopération et de pédagogie. Aujourd'hui, nous, on a un rôle de promotion des enjeux, d'appui aux écosystèmes qui essayent de travailler là-dessus, travailler sur les sujets de numérique inclusif ou d'inclusion numérique, si vous préférez. On travaille aussi sur de la formation pour les acteurs territoriaux et les professionnels qui sont sur le terrain. Et on cherche, bien sûr, à toujours documenter les nouveaux enjeux qui émergent, comme l'intelligence artificielle, évidemment, un sujet très prégnant ces derniers temps, ces dernières années. Pour replacer sur le contexte de pourquoi est-ce qu'on parle aujourd'hui de numérique en santé, alors d'ailleurs j'aurais dû mettre à jour avec le tout dernier paramètre du climat qui est sorti il y a quelques semaines maintenant, mais on a encore une grosse partie. Alors j'entends qu'il y avait un micro ouvert. Si pour celles et ceux qui arrivent, vous pouvez avoir la gentillesse de vous couper vos micros et éviter les bruits parasites, c'est super. Dans ce système de visio, on n'a pas nécessairement la possibilité de vous couper vos micros à distance. Donc voilà, merci pour celles et ceux qui sont vigilants là-dessus. Et donc oui, j'étais en train d'expliquer qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a une vraie montée en gamme, enfin comment dire, une montée en usage du numérique chez les Français. Mais il y a toujours des difficultés avec le numérique qui demeurent. Des difficultés d'utilisation, mais aussi des freins qui peuvent être plus de l'ordre des barrières qu'on se met, psychosociales. Et donc aujourd'hui encore, le numérique est plutôt un obstacle pour se sentir pleinement épanoui dans la société et donc évidemment pour accéder à sa santé, tout particulièrement puisqu'on est dans une phase un essor de la e-santé. Aujourd'hui, on le constate aussi sur l'étude qui avait été faite par la Fondation Roche en 2021 et qui a été mise à jour en 2024, qui a la majorité des Français, puisque 77% des Français ont déjà utilisé
au moins un outil numérique en santé, soit pour prendre un rendez-vous, une téléconsultation, et cetera. Si on essaie de ramener ça à l'échelle des Hauts-de-France, puisque aujourd'hui le webinaire qu'on vous propose est plutôt orienté sur le territoire des Hauts-de-France, même si il est bien évidemment intéressant, je pense, au-delà, et qui peut tout à fait avoir un rayonnement ailleurs. On considère qu'il y a 17% de la population qui est vraiment en situation d'électronisme, donc c'est-à-dire qui est vraiment en difficulté d'accès et d'utilisation, enfin qui se retrouve exclue avec le numérique. C'est une donnée INSEE qui est assez ancienne, qui mériterait d'être mise à jour, mais qui est quand même intéressante pour mettre ça en perspective. On va commencer un petit peu à rentrer un petit peu dans le sujet du numérique en santé. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui balaye énormément d'enjeux, puisque il y a évidemment besoin de travailler sur l'information des usagers, mais aussi le volet professionnel. Donc, c'est-à-dire être capable de comprendre quels sont les dispositifs qui existent pour être accompagnés sur le numérique, être capable bien sûr d'utiliser les outils numériques, et aussi être capable au besoin d'orienter vers les professionnels qui sont capables eux-mêmes d'accompagner sur le numérique usagers, enfin patients et professionnels. Et il y a un besoin de travailler sur la coordination des acteurs en ce sens, d'essayer de créer du lien entre les professionnels de santé et ceux qui travaillent dans le monde du numérique, puisqu'on a cette vraie digitalisation de la santé. Et aujourd'hui, on constate que finalement, l'écosystème de la santé méconnaît fortement l'écosystème du numérique. Et donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'on essaye de créer ce premier webinaire, et on espère qu'il se poursuivra avec un temps de rencontre pour ces professionnels. Donc l'enjeu, c'est quand même de faire du numérique quelque chose qui n'est pas subi, mais qui est maîtrisé, bien sûr, mais qui est aussi même un levier pour pouvoir favoriser l'accès à la santé, l'accès aux droits, et puis même de manière générale, faire de nous toutes et tous autour de cet écran des citoyens qui s'épanouissent grâce au numérique, grâce à l'intelligence artificielle. Pourquoi pas, si on n'est pas contre ces outils en tout cas. Je pourrais en parler des heures, donc je me modère. Aujourd'hui, sur la e-santé, il y a beaucoup d'acteurs qui travaillent là-dessus à l'échelle vraiment, je dirais, de la gouvernance nationale et européenne. Il y a énormément d'instances et d'institutions qui cherchent à définir des cadres, à coordonner des politiques publiques. Donc là-dessus, voilà, on est vraiment sur le chapeau le plus haut, mais après, directement sur le terrain, il y a tous les acteurs vraiment du soin, que ce soit voilà, les médecins, les infirmiers, mais aussi l'ensemble des acteurs qui travaillent dans des structures de santé, les structures sanitaires, médico-sociales, qui aujourd'hui se retrouvent face à des outils numériques qu'ils ont besoin d'utiliser dans leur métier, mais aussi face à des patients qui se retrouvent en difficulté peut-être face à ces outils. Et donc, il y a besoin de former et d'accompagner tous les échelons pour être capable de répondre à cet essor de la e-santé. Et donc, c'est pour ça qu'on vient rajouter une troisième brique aujourd'hui, qui est celle qui est la moins connue, qui est vraiment celle des professionnels de la médiation numérique. C'est ceux dont c'est le métier aujourd'hui d'accompagner, de faire monter en compétences professionnels et patients. Et ce sont ce qu'on appelle les conseillers et les médiateurs numériques qui interviennent dans des espaces très différents. Ils peuvent être au coin de votre rue, dans une médiathèque, dans une bibliothèque, un centre social. Ils peuvent être dans une France Service. Et voilà, aujourd'hui, ils ont un rôle clé, c'est celui de rendre le numérique le plus accessible possible et de former, d'accompagner tout le monde. Voilà. Notre enjeu aujourd'hui, c'est bien sûr que vous découvriez cet écosystème, mais voilà, on avait aussi envie de mettre l'accent sur un sujet particulier qui cristallise beaucoup de réflexions, qui est celui des données de santé. Et donc, voilà, juste petit topo sur cette programmation qu'on propose aujourd'hui. Il y a le webinaire du jour, qui a été précédé d'un autre webinaire qui était plutôt dédié aux acteurs de la médiation numérique que je viens de présenter, pour justement essayer de leur expliquer c'est quoi les outils numériques en santé, comment est-ce qu'on accompagne là-dessus. Et l'enjeu, c'est demain, donc quand je dis demain, c'est plutôt dans le trimestre qui vient, d'essayer de vous
permettre de vous rencontrer autour d'une formation qui aurait lieu, sur le territoire du Hainaut pour travailler, ensemble à, des modalités de, voilà, de coopération pour, faire face aux difficultés qu'on peut rencontrer sur le numérique en santé et comment est-ce qu'on peut, ensemble, avoir un meilleur, alors pour certains c'est un parcours usager, pour d'autres c'est un parcours patient, mais en tout cas qui soit le plus fluide possible sur toutes les questions liées au numérique. Je crois que j'arrête enfin de parler, parce que j'ai beaucoup trop parlé et j'arrête le partage pour laisser la main à Caroline. Merci. Alors, je vais voir si j'arrive à partager correctement. Je pense que je vous verrai plus. Est-ce que c'est OK pour vous? Vous voyez la Alors pas pour l'instant, tu me dis. Tu as déjà, validé le partage là? mmh, ouais, ça a pas l'air de bon, moi, c'est pas grave, on va le faire sans pour éviter de perdre du temps. C'est pas très, très grave. Déjà, bah, merci beaucoup, de cette invitation et ravie de pouvoir, vous parler davantage bah, de la structure que je porte, dans laquelle je suis, la plateforme des données de santé et bah, d'évoquer, l'ensemble de ces points, et de rebondir dessus. Moi, je suis Caroline Guillot, je suis sociologue et je suis en charge de la direction santé ouverture à la société, qui s'appelait, jusqu'à présent direction citoyenne. Notre objectif et notre mission, c'est d'acculturer l'ensemble des acteurs à ce qu'on appelle la seconde vie des données, c'est-à-dire des données de santé, c'est-à-dire l'usage des données de santé pour la recherche. C'est quoi? Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qu'on en fait? Pourquoi ce sont des données sensibles? Et puis aussi d'apporter, de permettre en fait à tous les citoyens d'avoir une part active dans l'utilisation de ces données, sachant qu'aujourd'hui, elles sont quand même principalement aux mains des chercheurs. Donc l'idée, c'est de pouvoir permettre à chaque personne d'en être acteur lorsque c'est possible. Et c'est ce que je vais un petit peu mentionner. Donc le Health Data Hub, en tout cas jusque-là, il était nommé de cette façon en anglais, c'est devenu la plateforme des données de santé, c'est donc la même chose, mais simplement maintenant c'est en français. On est un GIP, un groupement d'intérêt public, et on travaille en forte collaboration avec un ensemble d'acteurs qui souhaitent accéder aux données de santé pour un usage d'utilité publique uniquement, et donc pour faire de la recherche. Donc le propos qui va être le mien, il est très important puisque je vais uniquement parler de l'usage de ces données de santé pour la recherche. Je vais vous raconter un petit peu un bout d'histoire de là où on se situe. Mais peut-être que pour vous, d'ailleurs, c'est un lieu commun et j'espère ne pas répéter des choses que vous connaissez déjà suffisamment et sinon, après tout, ce sera peut-être une nouvelle façon de le dire. Les données de santé, effectivement, au départ, c'est des données qui émergent et pour le soin. On est chez son médecin, on se raconte un tas de choses, il nous fait un diagnostic, il nous délivre une ordonnance, pourquoi pas, et puis ces données existent quelque part, de façon caricaturale, j'ai envie de dire, elles existent sur la carte vitale. Tout ça est emmené à l'assurance maladie qui va vous rembourser. Mais si vous êtes remboursé, c'est bien qu'il y a un fichier d'une certaine façon. Encore une fois, je parle de façon assez vulgarisée. Les choses sont un petit peu plus complexes. Donc, ces données existent avec des fichiers de sorte à pouvoir vous rembourser. Et donc, évidemment, il y a une tenue de vos soins, de votre consommation de soins, de votre parcours, etc. Ces données-là, et là, évidemment, il y a un caractère nominatif puisque on doit pouvoir vous rembourser, donc on vous connaît. Ces données, elles peuvent être utilisées, ces données dont je viens de parler là, sous consommation de soins, hospitalisation, et cetera, elles peuvent être utilisées pour la recherche, dans un cas donc uniquement d'utilité publique, pas à des fins commerciales. Et pour ça, eh bien, il n'y a pas besoin, d'une certaine façon, une autre base de données, parce qu'on n'a pas besoin des noms, des prénoms, de tout ce qui est nominatif et qui permet véritablement de vous identifier. Les chercheurs n'en ont pas besoin. Par contre, ce dont ont besoin les chercheurs, c'est d'avoir pas des données d'une seule personne, mais d'avoir les données d'énormément de personnes, selon le sujet en question, pour pouvoir mener leurs recherches. Alors, et là, on est dans le cadre de ce qu'on appelle les données de santé pour la recherche, entendues comme les données de santé du système national des données de santé
base principale. C'est-à-dire que quand on parle des données de santé, pour la recherche, il y a comme 2, en tout cas l'utilisation secondaire des données de santé, il y a comme 2 mondes. Il y a les données de santé, de l'assurance maladie, pour le dire assez vulgairement, dans leur base principale, mais ce sont également toutes les données de santé qui sont, par exemple, dans les entrepôts de données des hôpitaux et encore, parce que la définition est plus large, d'autres données qui circulent ailleurs. L'histoire, elle est intéressante, c'est comment ça s'est passé. Alors, c'est pas l'histoire que je raconte moi et que j'ai créée, c'est une histoire qui a notamment été narrée par Dominique Polton, qui a été à la main de tout ça. Je la cite elle, évidemment, elle était accompagnée d'autres acteurs, ce n'est pas la seule. Et l'histoire pourrait se démarrer autrement, mais c'est la sienne et je la trouve intéressante pour se dire dans quel monde on est situé et à quelle période. En fait, il se trouve que quand il y avait quand la constitution de cette base administrative à des fins de gestion pour rembourser les personnes, des personnes de la CNAM se sont dit bah, ce serait super intéressant de l'utiliser pour la recherche. Et comment on pourrait faire? Il se trouve qu'à ce moment-là, notamment, donc des réflexions étaient menées, parce que c'est pas complètement simple, que comment, techniquement on peut s'y prendre et cetera. Est-ce qu'on crée une autre base? Quelle gouvernance? Bon. Il se trouve qu'à ce moment-là est apparue, l'affaire Mediator, que je suppose, vous connaissez tous et qui donc méritait réponse. Est-ce que le médicament, est délétère, en fait, pour les personnes qui le prennent? Et l'assurance maladie a utilisé les données, non nominatives, hein, bien sûr, mais et a réussi en quelques jours seulement à dire à quel point, bah, finalement, ce médicament était effectivement délétère, en quelques jours, alors qu'il y avait des tergiversations terribles à ce propos-là. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu, une émergence de, l'intérêt de l'utilisation de ces données pour la recherche et de la part d'un ensemble d'acteurs parce que si cette idée de l'utilisation des données pour la recherche était déjà présente, là, les acteurs ont été évidemment plus que séduits puisqu'ils en ont compris immédiatement l'intérêt et le pouvoir qu'il y avait dessus. Et d'autant plus intéressant que c'est à partir d'une base qui est unique dans le monde, puisque c'est l'ensemble des citoyens, depuis qu'ils sont nés, quasiment, et extrêmement riche. Mais donc, et on en vient au sujet qui est le nôtre aujourd'hui, de la sensibilité, on se doute bien qu'à ce moment-là, on ne pouvait pas seulement ouvrir ces données-là, ce fichier, disons, à des fins administratives, il fallait construire proprement, fortement, un usage pour la recherche, mais dans un cadre très clair, très identifié. Alors, il y a eu un débat public porté par Marisol Touraine, plutôt 2010-2014, qui a porté notamment sur ben voilà, quelles pourraient être les règles à mettre en place pour utiliser correctement ces données. Et c'est là que s'est dessiné le premier process d'accès aux données de l'assurance maladie, donc du système national des données de santé, qui d'ailleurs à l'époque s'appelait encore autrement. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'il y a eu un fil très clair qui était de dire déjà, premièrement, et ça c'est novateur, mais c'est pas simple à faire, on considère que ce sont des données issues de la solidarité nationale, donc tout le monde peut y avoir accès. Ça, il faut le remettre un peu en perspective aussi, parce que ça correspond aux années où globalement, il y a eu un fort engouement, une forte volonté pour l'open data. Pourquoi? Parce que la critique qui était faite, c'était que les données étaient très refermées auprès des administrations et les acteurs de la société civile ont dit: «Stop, stop, on s'arrête là, il faut ouvrir. Pourquoi cette opacité? Non, on ouvre, on peut accéder». Donc tout le monde, en soi, pourrait accéder à ces données. Maintenant, tout le monde, peut-être pas n'importe comment. D'une certaine façon, il y a 3 catégories d'acteurs. Il y a les chercheurs qui peuvent y accéder assez facilement. Alors le assez facilement, pour les données du système national de données de santé, c'est quand même quelque chose qui peut être un petit peu lourd. Il va falloir d'abord aller au sein du guichet, à date, hein, aujourd'hui, parce que c'est des process qui ont un peu évolué, du guichet de la plateforme des données de santé, télécharger un protocole d'étude, remplir son protocole d'étude, qui est quelque chose d'assez complexe, dans lequel vous allez dire de quelles données vous avez besoin, parce que vous n'allez pas pouvoir obtenir toute la base. Donc, selon votre finalité,
quelles sont les données qui sont nécessaires pour vous. Vous allez expliquer en quoi c'est d'utilité publique, vous allez expliquer quelles informations vous allez donner aux citoyens et aux patients, etc. Tout un tas de choses. Une fois que vous avez rempli ce document, le guichet de la plateforme des données de santé va vous dire, alors elle va vous demander parce qu'il y a du temps qui s'est passé entre-temps. Donc elle va vous dire, est-ce que vous êtes toujours OK? Et cette fois, est-ce que vous voulez le déposer au comité éthique et scientifique qui va donner un avis sur votre projet, un avis pour vous autoriser ou non à y accéder. Mais c'est seulement un avis. Admettons que, et qu'est-ce qu'ils vont regarder? Qu'est-ce que va regarder le comité scientifique et éthique qui s'appelle le CESRES? Il va surtout regarder l'utilité publique et la robustesse scientifique du projet que vous allez déposer. Mais comment? Eh bien, il va s'assurer que vous demandez un nombre de données proportionné par rapport à la finalité de l'étude. Si vous demandez plus de données que nécessaire, ça met quand même un petit peu le doute sur l'ambition qui est la vôtre. Si vous en demandez pas assez, on va quand même s'interroger sur le fait de savoir si vous avez bien compris l'étude que vous alliez mener. Et ça, ce sont des indicateurs importants, nécessaires, pour s'assurer qu'on est bien dans l'utilité publique parce qu'il y a une finalité interdite, c'est la finalité commerciale. Une fois que ce CESRES, comité éthique et scientifique, vous donne un avis, c'est un avis, j'insiste dessus, qui est positif, par exemple, alors on va vous demander, est-ce que cette fois-ci, vous voulez passer la troisième étape? La troisième étape, c'est la CNIL. La CNIL, c'est la seule autorité compétente en capacité de vous donner une autorisation. Admettons qu'elle vous donne l'autorisation parce qu'elle va aussi regarder un ensemble d'éléments, notamment et particulièrement l'information qui sera faite aux personnes. Vous allez pouvoir contractualiser avec l'assurance maladie qui va se mettre en action pour pouvoir créer d'une certaine façon, vous mettre à disposition les données. Sortez-vous de l'idée, bien entendu, que les données vous arriveraient dans un fichier sur votre, par Gmail. Les choses ne se passent absolument pas comme ça. On crée un espace projet, une bulle sécurisée, dans laquelle il va y avoir les données que vous avez réclamées, vous, en tant que porteur d'une étude. Mais quand on dit un porteur d'une étude, il faut bien imaginer que c'est une équipe de recherche, une quinzaine de personnes, par exemple, mais que ce n'est pas les 15 personnes qui vont accéder aux données. Celles qui vont accéder aux données, en général, c'est une ou deux, soumises au secret médical. Donc, si soumises au secret médical, c'est qu'elles ont une formation quand même spécifique. Qu'elles ont d'ailleurs eu une formation dédiée à l'utilisation de ces données-là dans ce cadre-là, une formation qui est d'ailleurs dispensée par l'assurance maladie, etc., etc. Bref, vous voyez à travers ce fil l'ensemble des conditions qui ont été mises en place pour assurer une sécurité. Un industriel a le droit de réclamer d'accéder à ces données-là, mais évidemment, il ne peut pas le faire exactement dans les mêmes conditions. Très vite, quand il lève le doigt qu'il veut y accéder, on va lui dire, là, ça va être dur d'entendre que c'est dans une finalité d'utilité publique. Donc, ce qu'on lui demande, c'est de passer, alors ça c'est encore une fois, je reste dans des trucs très généraux, très génériques, il y a énormément de nuances, c'est un monde très complexe, il y a énormément de procédures, je vous donne la plus classique et le scénario le plus simple. On va demander donc à cet industriel de passer par ce qu'on appelle une CRO, un cabinet d'études spécialisé, disons-le autrement, qui va faire le travail d'accéder aux données, mais qui ne restituera que le résultat à l'entreprise qui aura réclamé d'accéder à ces données-là. Mais néanmoins, quand il réclame l'accès à ces données, il le réclame selon les mêmes procédures, avec un dossier qui est assez complexe à remplir, où il doit faire preuve que c'est bien d'utilité publique. Et il a, comme tous les autres aussi, une obligation que de transparence, c'est-à-dire quand il a fini son étude, il doit pouvoir la valoriser et la publier. Et il y a un troisième acteur, c'est aussi celui qui m'intéresse, parce que c'est quand même aussi celui qui a levé les pancartes pour dire il faut ouvrir ces données et on veut y accéder. Ce on, c'est cet acteur particulier, c'est la société civile. Ce sont les associations de patients. Mais à travers ce que je viens de vous raconter, je vais quasiment terminer mon propos parce que le temps passe vite, mais pour que vous puissiez dessiner un petit peu ce qui se joue ici. Comprenez bien que quand il y a une équipe de recherche, très vite, on sent qu'ils sont structurés. Bien sûr, l'accès à ces données est gratuit. Mais derrière, c'est quand même une équipe qui demande quand même des financements parce qu'il faut faire bosser ces personnes-là, parce qu'ils sont structurés, parce qu'ils sont compétents, parce qu'ils ont le temps, parce que c'est leur mission. Bon, l'entreprise privée, n'en parlons pas.
elle est assez épaulée pour. Et donc quand je parlais des chercheurs, c'est aussi donc les CHU, mais le citoyen ou les associations qui voudraient y accéder. Pas complètement simple. Pas complètement simple parce qu'il faut être structuré pour pouvoir le faire. Moi-même, je suis chercheur de formation, mais j'ai fait un passage important, dans le monde associatif et j'ai mis du temps à comprendre déjà ce que voulait dire système national de données de santé. J'ai mis du temps à comprendre ce que voulait dire données de santé pour la recherche, alors que moi-même, je portais des études sociologiques et je me disais toujours: «Mais moi, les études que je porte, quand je vais interroger, les personnes», parce que c'était la Fédération française des diabétiques, quand je vais les interroger sur leur mode de vie et que je fais ces études, c'est des études de santé, c'est des données de santé. Ce monde-là est extrêmement complexe et en plus, pour mes études, j'avais aussi besoin de pouvoir accéder à quelques données, peut-être de l'assurance maladie, pour comparer ces données-là avec les études sociologiques et de terrain que moi-même je portais. Mais je sentais bien que le téléchargement du protocole d'études fait que j'étais déjà complètement exclue de ce sujet, trop complexe, trop compliqué. Alors, ce qu'on a fait, quand je suis arrivée au sein du Health Data Hub, donc de la plateforme des données de santé, on a souhaité mettre en place un dispositif qui leur permet aussi à eux d'accéder à ces données. C'est un processus qui n'est pas si long que ça, qui ne leur permet pas d'accéder à tout dans une enquête qui serait complètement délirante, non, 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 bien sûr, mais d'avoir quelques données chiffrées. Et ça nous permet, donc c'est ce qu'on appelle le dispositif d'ailleurs de requête à la demande, et ça nous permet de les acculturer à ce qu'est ce monde et comment y prendre part, bah, certainement en douceur, pas dans les mêmes, et pas exactement dans les mêmes projets qui sont hyper, hyper lourds, hyper complexes, mais de leur donner en fait comment dire, la perspective de la possibilité de l'utiliser. Et d'ailleurs, des associations, grâce à cet accompagnement, ont enfin déposé, elles ne sont pas nombreuses, mais il y en a quand même, qui ont pu déposer leur premier protocole d'étude pour accéder aux données du système national des données de santé. J'entends par là, et c'est depuis le début de mon discours celui-ci, base principale. Pour vous donner l'ampleur de tout ça, il faut entendre qu'en fait, on peut accéder à aussi que le système national des données de santé, c'est pas seulement les données comme on l'imagine là, uniquement de la base principale, c'est-à-dire données notamment d'hospitalisation, soins de consommation, etc. En fait, il y a des projets plus complexes aujourd'hui qui sont menés, qui visent à chaîner, à compiler, si vous préférez, des données de l'assurance maladie base principale à des données issues de cohortes, issues des dispositifs médicaux comme des pacemakers, etc. Et qui, eux, nécessitent pour ça l'intelligence artificielle, c'est-à-dire une technologie avec des capacités de calcul et de stockage hyper importants pour pouvoir justement les chaîner et faire des projets d'encore plus grande envergure. Et ça, la plateforme des données de santé accompagne aussi ces projets-là. L'idée ici pour moi, c'est pas, je vais pas, il est 29, je vais pas rentrer dans le détail, c'est pour donner la perspective de tout ce qui est possible et qu'on ne voit pas, et parce que j'ai pas là ouvert encore beaucoup le capot, de tout ce qui peut se jouer en matière d'usage de ces données-là. Et je voudrais juste conclure avec un dernier élément, c'est de se rappeler que la base du système national des données de santé est une base vraiment unique au monde, ça je l'ai déjà dit. C'est une richesse absolument incroyable et l'ambition, c'est de permettre à tous les acteurs d'avoir confiance dans cette base, de continuer à l'utiliser, parce que je vous ai donné l'exemple qui n'est pas le plus joli d'une certaine façon, c'est l'exemple du Mediator, mais on voit l'utilité. On va regarder dans ces données, on s'aperçoit que le médicament est délétère, on arrête ça. Donc les données ont été utiles. Mais il y a aussi de beaux projets qui ne sont pas des projets qui arrivent trop tard. Il y a des projets en prévention. Et ça, c'est absolument génial de se dire qu'on peut utiliser ces données-là pour faire des projets qui vont améliorer la qualité de vie des personnes, qui vont permettre d'éviter les risques d'hospitalisation des personnes insuffisants cardiaques, par exemple, et qui vont permettre une personnalisation du traitement contre le cancer, par exemple encore. Donc, j'ai pas beaucoup détaillé ces exemples-là parce que c'était pas tout à fait la thématique, mais pour conclure, il y a une sécurité extrêmement poussée, extrêmement réfléchie et extrêmement novatrice pour accéder aux données, et tellement novatrice que ce qui se joue aujourd'hui dans le cadre de l'espace européen des données de santé va prendre exemple sur ce qui a été mis en place pour l'utilisation des données françaises. Donc,
C'est un process qui peut paraître parfois trop complexe ou peut-être pour d'autres, dans leur perception, trop simple, à savoir qu'elle fait, véritablement, comment dire? Elle fait exemple et elle est considérée par les autres pays comme véritablement novatrice, sérieuse et aujourd'hui, il y a les preuves de ce sérieux, d'où l'intérêt, de cette, de ce 1er parcours que je viens de vous mentionner. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Caroline, pour cette présentation qui était tout à fait intéressante, même sans slide. Vous avez réussi, en tout cas, à capter mon attention fortement malgré l'heure tardive de la journée. Donc, bravo. Avant de passer à la deuxième intervention, est-ce que certains d'entre vous avaient des questions à poser à Caroline sur tout ce qu'elle vient de nous partager? N'hésitez pas à lever la main ou à ouvrir le micro. Oui, Olivier. Alors, pas de questions à partager, mais sur la journée du 2 avril prochain, qui est la journée régionale du numérique, il est prévu que Arthur, que vous connaissez peut-être certainement, Arthur Dauphin, qui est notre encore voilà, au niveau du national, vienne avec un poster qui avait été fait justement pour expliquer et pour montrer en quoi l'utilisation de ces données a permis à un certain nombre d'associations de patients, je pense aux diabétiques aussi, mais pas que, à pouvoir effectivement faire les premiers retours de tout ce qui a pu être fait par rapport à ça au niveau des associations de patients. Je pense qu'il y aura un poster à présenter, peut-être plus, mais au moins il y aura ça, parce que c'est aussi nécessaire pour les gens de comprendre tout ce que... Je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Caroline à 100%, mais effectivement, il faut que les gens, c'est toujours pareil, quand on demande à des gens, à un moment, ils aiment bien avoir un retour, et d'autant plus les associations de patients en priorité, et les usagers aussi, plus globalement. Je m'arrête là pour l'instant, puisque je ne voudrais pas empiéter mes 15 minutes. Mais j'aurais pas besoin de 15 minutes, je pense. Merci Olivier. Oui, c'est sûr qu'on aime bien avoir l'impact justement de ce que ça peut permettre. Merci beaucoup Caroline pour cette présentation et je vais passer la parole à Claire Grenier du coup de INEA qui va nous parler de cyberprévention et nous partager quelques bonnes pratiques. Et donc Claire est chef de projet cybersécurité et c'est donc Faustine qui va partager les slides. Donc Claire, n'hésite pas à signifier parfois s'il y a besoin qu'on change de slide. D'accord, merci beaucoup Camille. Donc bonsoir à tous. Donc je suis Claire Grenier, chef de projet au sein du GRAD INEA Santé Numérique Hauts-de-France. Donc le GRAD en fait c'est l'acronyme du Groupement régional d'appui au développement de la e-santé. Donc il y a un grade par région et le grade est chargé de déployer au niveau régional la feuille de route nationale en matière de numérique en santé. Donc à ce titre, le grade va travailler avec, les structures du sanitaire, du social, du médico-social, les professionnels de santé libéraux et au sein du grade, il y a un accompagnement à la cybersécurité qui a été développé. Le but, en fait, c'est de proposer à tous les professionnels de santé, des services, des outils, et aussi de la sensibilisation en matière de cybersécurité, pour pouvoir utiliser, de façon sécurisée, les outils numériques qui, comme on le sait, dont l'usage est grandissant aujourd'hui, au sein des pratiques. Comme l'a dit madame Guillot, on voit bien que, les, données de santé, voilà, on voit leur croissance, la croissance est exponentielle et en fait, ça représente aujourd'hui un risque. L'idée, c'est vraiment de pouvoir, protéger tout ce qui est données personnelles, données de santé et que l'on soit, usager ou alors professionnel, de santé, dès lors qu'on utilise, des outils, des services numériques, on est quand même exposé à certains risques. Il faut savoir pour autant qu'on, voilà, on n'y est pas condamné. L'adoption de quelques bons réflexes et de bonnes pratiques en matière de sécurité informatique, ça permet de se prémunir de la plupart des attaques. Donc aujourd'hui, c'est ce que je vais, balayer un petit peu rapidement, le fait de savoir qu'on peut agir sur 4 volets différents. Alors on peut passer la slide. Merci beaucoup. Donc il y a par exemple le volet technique sur lequel on peut agir, savoir bien gérer ses mails, ses réseaux, gérer aussi correctement ses accès et puis organiser des systèmes de sauvegarde qui soient performants en vue de protéger, ses données personnelles et aussi celles des autres. Hem Pour discuter un petit peu du volet technique sur la slide suivant, il y a des choses toutes simples à faire. Il y a en fait, on craint un petit peu la cybersécurité, mais en vérité, il y a
les premières phases sont très accessibles. On peut par exemple installer, tout ce qui est antivirus, pare-feu sur son ordinateur. Généralement, c'est fait, lorsqu'on travaille dans des, structures et des organisations. L'antivirus, c'est ce qui permet de détecter et de supprimer les logiciels, malveillants, par exemple les virus qui peuvent infecter les ordinateurs. Le pare-feu, lui, il agit comme une barrière de sécurité. Il va venir contrôler les échanges entre son ordinateur et internet et il va venir bloquer les connexions suspectes. On peut aussi effectuer, tout simplement ces mises à jour. Les mises à jour, qu'est-ce qu'elles font? En fait, elles viennent corriger, les failles de sécurité qui ont été découvertes dans les systèmes et dans les logiciels et donc le fait d'installer régulièrement, ces mises à jour, ça va permettre de protéger son ordinateur contre des attaques, qui vont exploiter ces vulnérabilités et puis, dans la même veine, on peut, désinstaller les logiciels obsolètes parce que souvent ils sont plus maintenus par les éditeurs et donc ils vont pas recevoir les mises à jour de sécurité. Il y a un autre volet aussi sur lequel on peut agir très simplement, c'est celui des mails et réseaux. Donc on peut changer de slide s'il vous plaît. Hem, des choses très simples, que vous savez sans doute déjà. Le premier réflexe, ça serait de segmenter son univers professionnel et personnel. Concrètement, on va utiliser, du matériel et des outils qui vont être différents pour le travail et pour la vie privée. Par exemple, on utilise son ordinateur pro uniquement pour le travail, on évite de consulter, ses mails personnels sur son ordinateur professionnel, et puis on n'utilise pas son adresse mail pro, pour des inscriptions personnelles, que ce soit sur des réseaux ou des achats en ligne. Pourquoi en fait c'est important? Parce qu'en fait les usages personnels exposent souvent à plus de risques cyber. Généralement on a des publicités, des sites qui sont peu fiables, on tombe facilement sur des messages qui sont frauduleux et donc quand on sépare les 2 univers, on va réduire fortement les risques, que ce soit pour soi ou alors pour son établissement de rattachement. Puis il y a un 2e, réflexe très simple qui est, de toujours vérifier qui vous écrit. Aujourd'hui, les cybercriminels, utilisent souvent des techniques pour se faire passer pour quelqu'un de connu, que ce soit un collègue, un responsable, un fournisseur et donc avant de répondre à une demande, on peut se poser la question, bah, est-ce que l'adresse mail est correcte? Est-ce que la demande est logique? Est-ce que le ton du message est inhabituel ou urgent? Et donc si on a un doute, on va chercher à contacter la personne par un autre moyen, donc que ce soit, par téléphone, par message ou alors par une demande directe. Également, on fait attention dans les mails qu'on reçoit aux pièces jointes et aux liens, puisqu'un simple clic, ça peut parfois installer, un virus, conduire au vol d'informations ou alors même à bloquer un ordinateur. Et donc les bons réflexes, c'est toujours, bah, voilà, on n'ouvre pas une pièce jointe qui est inattendue, on ne clique pas sur un lien qui nous semble un petit peu suspect et surtout si le message crée un sentiment d'urgence, là, on reste très vigilant. Et alors là, quand je précise aussi que, dans le domaine de la santé, on peut utiliser la messagerie, sécurisée de santé. C'est un outil qui est spécialement, conçu pour envoyer des informations médicales de manière sécurisée entre, professionnels de santé. Donc, cette messagerie, elle vient, garantir la confidentialité des données patients. Elle garantit aussi l'identité des professionnels qui échangent entre eux et aussi la sécurité des transmissions. Donc ça, il faut vraiment s'en servir et éviter de passer par les messageries classiques. Il y a un autre volet qui peut être abordé, c'est, celui de bien gérer ses accès. Alors ça passe par quelque chose de tout simple qu'on utilise tous au quotidien, c'est, les mots de passe. Donc il faut, choisir des mots de passe complexes. Donc c'est un mot de passe qui est long avec des lettres, des chiffres, des caractères, spéciaux et en fait le mot de passe long, il est plus difficile à deviner ou à pirater. Et en fait, on peut voir alors là sur la petite infographie que si on utilise un, mot de passe, qui a, ne serait-ce que 15 caractères avec, une lettre minuscule, une majuscule, et puis, un nombre spécial, un caractère spécial, il faut déjà 770 millions d'années pour, réussir à le trouver. Alors, que si on utilise qu'un mot de passe qui a un nombre de caractères, voilà, 5 lettres uniquement, la découverte est immédiate. Donc ça, c'est des petites choses, voilà, toutes simples, mais qui sont vraiment utiles au quotidien pour protéger l'accès, voilà, à vos logiciels, à vos comptes, personnels ou professionnels. Hem et puis aussi, petite chose, alors certes, là, on parle du numérique, mais il faut aussi être vigilant à ce qu'on imprime et à ce qu'on jette, bien sûr, dès lors qu'il y a des documents confidentiels ou qui peuvent l'être, de rester très vigilant et d'en sécuriser, l'accès ou la destruction. Et puis, on peut aussi être vigilant, voilà, encore une fois, à ces sauvegardes. Donc là, c'est pareil, si jamais, on stocke beaucoup de données en ligne, aussi, on peut se dire: «Bon, bah, voilà, si demain j'ai plus accès à ces données, comment je fais?» Donc pour prévenir cette problématique-là,
on peut passer à la slide suivante, c'est, de penser à sauvegarder ces données, tout ce qui est contenu, tout ce qui est d'importance, pour soi ou alors, pour les publics qu'on adresse. Et donc il y a un principe aussi à retenir qui est la sauvegarde 3-2-1. On va venir, c'est-à-dire qu'on va venir sauvegarder, 3 copies de données sur 2 supports différents, dont une hors site. C'est-à-dire qu'on a, 3 copies de données, c'est-à-dire on a au moins 2 sauvegardes, en plus des données, principales qu'on utilise, que ce soit dans nos logiciels, dans nos boîtes mail et ces 2 jeux de données qu'on a sauvegardés, on va les sauvegarder sur des supports différents. Donc, soit sur un disque dur externe, soit sur un cloud et puis, bien évidemment, on garde aussi un jeu de données, papier, qui est stocké ailleurs parce que, si jamais, demain, voilà, il y a un dégât sur le bâtiment, on doit pouvoir, récupérer ces données, ailleurs. Hem Et en fait, on peut se dire: «Bon OK, on fait, tout ce qui est possible en amont pour, sécuriser, ces données, ces comptes, professionnels et personnels». Mais si jamais demain, malheureusement, on fait face à une attaque, il y a des bons réflexes aussi à appliquer. D'abord, si jamais on travaille au sein d'une structure, si on est connecté en réseau, il faut pouvoir, déconnecter du réseau la machine, c'est-à-dire qu'on va déconnecter le câble, réseau ou alors on va désactiver le Wi-Fi. Pourquoi est-ce qu'on doit faire ça? Parce que s'il y a une intrusion, s'il y a un pirate informatique, l'attaquant qui est connecté à distance va perdre son accès à notre machine. Donc dans ce cas-là, et puis alors déjà il perd son accès à la machine et en plus si la machine, qui a été infectée fait partie d'un réseau, le fait de se couper du réseau va empêcher l'incident de se propager, à d'autres machines. Et puis surtout, on laisse la machine allumée, on ne l'arrête pas, on ne la redémarre pas, puisque ici le but, ça va être de conserver toute l'information utile qui est liée au piratage pour ensuite, lancer des investigations. Et puis, de façon aussi très simple, hein, dans nos vies personnelles, si on est victime d'un hameçonnage, voilà, si on s'est fait avoir parce qu'on a cliqué sur le mauvais lien, qu'on a renseigné aussi des informations confidentielles, bah, dans ce cas-là, il faut bien sûr faire opposition à sa carte bleue et bien sûr changer, les mots de passe des comptes qui ont été, compromis. Et dans le cas encore plus spécifique où on aurait été victime, voilà, d'un rançongiciel, c'est-à-dire que notre ordinateur est bloqué et que le pirate informatique nous demande le paiement d'une rançon, ben, dans ce cas-là, bien sûr, on ne doit pas payer la rançon puisque ce type d'attaque va perdurer, par le paiement justement de ces demandes d'argent. Hem Il faut aussi savoir que si on est victime d'une attaque, il y a une chaîne d'alerte qui, doit être, déclenchée. Si vous bénéficiez d'un accompagnement informatique, bah, d'abord, on prévient son équipe informatique au sein de la structure où on est, ou alors on prévient le fournisseur de services informatiques et on demande, de l'assistance pour un diagnostic. Et puis par contre, bah, si on n'est pas aidé, voilà, par un professionnel, dans le cadre, si on est par exemple dans le cadre privé, on peut, dans ce cas-là, se rendre sur le site cybermalveillance.gouv.fr pour décrire l'incident de sécurité et en fait, le site met à disposition un outil de diagnostic et ensuite il y a des mises en relation avec des professionnels qualifiés, et qui peuvent, venir, essayer de débloquer la situation. Et aussi, voilà, si on constate, si on se doute que l'incident est la conséquence d'une malveillance, dans ce cas-là, on est obligé de déclarer l'incident, auprès des services de police et de gendarmerie. Et puis si on est, une structure du sanitaire ou du médico-social, aujourd'hui, il y a une obligation aussi de déclarer, cet incident à la CNIL. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire. En tout cas, si vous êtes un professionnel, de santé, ou une structure de santé, vous pouvez être accompagné sur cette question, voilà, de la cybersécurité par, le GRAD. Donc n'hésitez pas à nous solliciter, à ce sujet. Je vais, Mmh. m'arrêter là du coup, mes 15 minutes officielles sont écoulées. Merci beaucoup. Merci Claire. Est-ce qu'il y a des personnes qui avaient envie de rebondir un peu, sur la présentation de Claire, ou qui souhaitaient poser une question éventuellement? N'hésitez pas. Oui, Olivier? Le même. J'ai trouvé très bien parce qu'il y a bon, il y a beaucoup de choses qu'on connaît, mais par contre, l'idée d'effectivement de désinstaller des anciennes versions, c'est quelque chose qui est rarement fait et qui permet aussi effectivement, ça me paraît très bien comme consigne parce qu'effectivement, les anciennes versions de logiciels sont pas mises à jour et c'est vrai, alors c'est l'idéal, nous, on est des usagers, on a donc un ordinateur personnel
Et donc, tout ce qu'on fait comme activité j'ai pas un ordinateur pour le professionnel, donc c'est vrai que je me sers le mien comme les gens, comme tous les RU, on a tous, les gens ont un ordinateur qui sert aussi à leur vie privée, heureusement, et au bénévolat. Donc effectivement, mais l'idée de vider régulièrement sa messagerie, d'enlever les applications qui ne sont plus à jour ou qui sont passées par est une très bonne mesure. Et puis il y en a une autre qui m'avait effectivement, et le fait de faire le tri régulièrement dans ses mails. Et parce que c'est vrai, quand on dit il faut faire attention, quelquefois il y a les adresses, c'est juste un point différent, ou juste au lieu que ça soit FR, c'est quelque chose. Donc c'est vrai que c'est pour beaucoup de gens qui sont quand même relativement geeks et âgés, c'est facilement de se faire avoir, y compris quand on est censé faire attention. C'était ça, mais c'était l'idée quand même, que je trouve que l'idée des applications, des trucs qui sont périmés, de les virer, et puis de nettoyer régulièrement de sa messagerie, d'aller dans les spams, regarder ce qui traîne, parce que c'est toujours les mêmes. Voilà. Donc il y a des vigilants, je dirais. Le mot qui me vient, c'est que toutes les semaines, quasiment une fois par semaine, il faut que les gens s'habituent à avoir une vigilance par rapport à leur système informatique et à numérique. Voilà l'idée que je voudrais pas synthétiser. Tout à fait, monsieur Dobtin. Effectivement, à notre niveau, ce qui doit primer, c'est la vigilance, dans l'usage effectivement de ces outils et services numériques. Merci Claire et merci Olivier également pour ton intervention. Je vais te redonner la parole tout de suite pour pouvoir prendre le dernier tour de parole au nom de France Asso Santé. Je vais rallumer ma caméra, voilà. Je suis un peu trop près là. Olivier Dobtin, France Asso Santé, donc représentant des patients moi-même, puisque j'ai la chance de cumuler 4 pathologies, donc certaines en ALD, un peu de recul sur la partie. Je vais certainement être complètement différent. Mon propos va être différent, en même temps il est complémentaire de ce que j'ai entendu depuis tout à l'heure. Alors je dis Caroline et Claire parce que en tant qu'ancien soignant, on a l'habitude de travailler avec les prénoms, et dans les équipes on se parlait par les prénoms. Mais je ne sais pas pour autant que mesdames, voilà. Et puis il y a 2 choses, moi, que je voudrais surtout attirer l'attention de tous les professionnels et tous les gens qui sont là ce soir. Certainement, ça va être redondant pour certains, mais c'est surtout la notion de respect de confidentialité par rapport à tout ce qui est donné. Alors, les données de santé, mais les données personnelles. Et je vais le citer avec 2 exemples qui sont assez récents. Pas plus tard que ce matin, c'est le hasard, je suis allé faire une prise de sang à mon laboratoire à 7h35. J'ai cherché les résultats dans mon espace santé. D'habitude, il y a une petite icône qui s'allume quand ils arrivent dans mon espace santé. J'ai rien trouvé dans mon espace santé vers les midi et demi. Je me suis dit, tiens, ça m'étonne. Et je les ai trouvés où? Dans ma messagerie Gmail, puisqu'ils me les ont encore envoyés dans ma messagerie Gmail. Pourtant, ça fait depuis 2002 qu'on s'en kikine, et le mot n'est pas trop faible, que je l'ai. Et il suffit que ça soit une personne différente, une secrétaire différente. À chaque fois, il faut leur rappeler que ça ne doit pas arriver dans autre chose que mon espace santé. Vous voyez que c'est des données. Après, c'est envoyé à mon médecin traitant, c'est envoyé aux spécialistes qui m'ont demandé. Mais c'est un travail constamment et de longue haleine pour expliquer aux gens. Donc, le respect des confidentialités, le respect des règles qu'on donne, puisqu'il y a mon espace santé existe. Je sais que le laboratoire où je suis, ils sont connectés à mon espace santé. Et pourtant, il faut continuer de taper sur la table. Moi, je ne l'ai pas fait mais de leur dire que attention à ce que vous faites. Le risque de discrimination, il est très important. J'ai des pathologies qui sont relativement classiques, mais je pense à des copains qui ont quand on prescrit du PrEP, quand on prescrit des choses à des gens qui font partie des gens que je connais, il n'y a pas besoin que ça soit qui que ce soit d'autre qui sache ça, ni de sa famille, ni de machin. Donc il y a des choses comme ça, vraiment, le respect parce que ça amène derrière à des discriminations médicales. Moi, je suis très terre à terre. Je suis pas encore dans les données qui vont partir au niveau de la recherche ou qui vont partir en entrepôt de données. Je suis vraiment très terre à terre et volontairement. Je veux que tout le monde fasse attention à la discrimination médicale à travers. Et l'autre exemple qui m'est arrivé il y a quelque temps en rencontrant quelqu'un, je suis dans un quartier très populaire et j'ai quelqu'un qui m'a interpellé, j'étais choqué parce qu'il me dit, Monsieur Dobtin, mais des notes de santé, on me les prend, on me demande rien. Alors j'y vais, on vous a demandé votre avis. Oui, on me demande. Mais quand je fais un don du sang, eh bien, quelque part, il faut attention à mon don du sang. Mon calot, il est valorisé, il est utilisé quand je fais un don du sang. Il n'a pas dit calot, hein, mais ma poche, elle est valorisée. Pourquoi mes données de santé, elles ne sont pas traitées comme si c'était un calot de sang, puisque je sais qu'elles vont être exploitées, valorisées. Eh bien, il devrait faire aussi attention avec mes données de santé quand je les donne à faire ma prise de sang ou à la pharmacie qu'avec le... Ah, j'ai trouvé que c'était un parallèle que j'aurais jamais fait. Mais par contre, à la réflexion, je me suis dit, on est vraiment dans une société où les gens réagissent individuellement.
C'est vrai qu'on donne des données pour aller faire des études de santé, de tout ça. On a, nous, ce raisonnement parce qu'on est dans le réseau, mais sachez que les gens sont de plus en plus individuels et quand ils donnent quelque chose gratuitement, à un moment, je me suis demandé, il va me demander si je crois que dans son raisonnement, comme ça, un de ces quatre, il va dire, bah, je vais te payer, mes données de santé, je les donne, puisque je les donne parce que, pourquoi, quelque part, je n'ai pas un retour de rémunération. C'est mon hypothèse, hein, c'est pas ce qu'il m'a dit. Mais son discours, il était un peu celui-là, très personnel, très individuel. Je donne quelque chose gratuitement. Pourquoi à un moment, on ne fait pas attention à ce que je donne gratuitement? Donc, je reviens aux discriminations, je reviens au secret médical. Et Arthur, qu'on a eu au téléphone cette semaine avec Marie, qui travaille avec moi nous a cité un exemple qu'il a vécu à Paris récemment, un professeur de médecine, puisqu'il c'était un patron de service, qui expliquait, alors je ne sais pas, ou c'était à ses étudiants, en tout cas à l'aéropage qui était autour de lui, qu'il avait travaillé, qu'il avait expertisé visiblement des radios. Eh bien, il avait expertisé des radios, très bien, un médecin expert, c'est parfait, sauf que le réseau, ce qu'ils ont utilisé, c'est WhatsApp. Je ne suis pas bien sûr que ça soit prévu d'utiliser des radios, même un grand patron, que ça soit sur WhatsApp, que les données de santé, elles doivent se traiter. Donc faites attention aux réseaux sociaux, faites attention à ce qu'ils donnent. Et voilà. Et puis ce que je dis, c'est pour ça, j'ai déjà aussi constaté, moi, puisque j'ai un vieux de la vieille, le partage de données entre médecins et le partage de données téléphoniques, d'informations téléphoniques, mais de partage sur des réseaux sociaux ou sur des trucs qui ne sont pas complètement sécurisés, qui ne sont pas dans les réseaux, je suis en train de chercher le nom, avec une sécurisation gouvernementale, je dirais. Donc, c'est aussi des choses sur lesquelles il faut être vigilant. Et moi, j'attends à ce que le respect de la confidentialité, nous attendons à ce que ça soit quelque chose qui soit primordial pour les professionnels. Le deuxième point dont a été parlé, mais sur lequel je vais insister, c'est la cybersécurité. C'est hyper important. Alors aujourd'hui, il y a eu le problème avec CGD, mais effectivement, j'ai bien entendu le syndicat des majoritaires, la MG syndicat, qui a dit, ben oui, mais on a peut-être eu des logiciels qui ne sont pas sécurisés, qui ne sont pas en attente. Peut-être, mais c'est leur problème. En tout cas, le mien de patient et de représentant de patient, c'est que la cybersécurité, les données qu'on leur confie, les données ils en sont l'entière responsabilité. La responsabilité juridique leur appartient à personne d'autre. Après, ils se débrouillent, mais c'est la leur. Parce que c'est leur responsabilité quand on leur confie des choses personnelles et qu'on leur confie des données. Et puis, il y a une formule que je vais reprendre à Arthur parce que je l'ai trouvée excellente et je crois que ça va être dans ma bouche pour longtemps, c'est les bonnes pratiques d'hygiène numérique. On revient à ce que disait Claire sur la sécurité. Je pense que les professionnels, ils n'ont pas encore tous acquis des bonnes pratiques d'hygiène numérique. Et ça, je pense que nous, en tant que France Asso Santé, en tant qu'association de patients et patients, il faut que à nos professionnels, l'équipe qu'on voit autour de nous, la pharmacie, tout le monde, il faut qu'on leur fasse passer ce message-là. Voilà, mes deux gros messages, c'était celui-là, parce que quelque chose... Ah tiens, j'ai dû appuyer sur il fallait pas... Allô? Vous m'entendez encore? Oui, oui, on vous entend toujours. Ah, bah, j'allais dire, j'ai plus d'image. Donc, je pense que ce que les gens ne comprennent pas ou ce que les gens ne perçoivent pas, c'est les conséquences quand il y a des fuites de données, des fuites médicales. Et puis, j'ai un autre exemple qui est un peu plus vieux, mais je vais vous dire, lors d'un divorce très difficile, je ne parle pas de moi, d'un divorce difficile, quand ils sont vraiment en train de se battre avec les gamins et tout ça, eh ben, on s'aperçoit, le mari il reçoit des données de santé lui disant que son ex-femme, avec qui il n'est pas divorcé, a des remboursements d'IVG dans un établissement de santé. Je ne peux pas dire que ça aide beaucoup dans la négociation de cette partie-là. Et donc, c'est des choses, quelque part, le secret médical et les données de santé, c'est à la personne. Si elle veut les partager pour des recherches, j'en suis très content et c'est une excellente chose, mais il faut absolument que les professionnels de santé, les conséquences des fuites de données, dans un établissement Armentières, ça fait près de 3 ans et demi, il y a encore peut-être des gens qui reçoivent des trucs, des amorçages ou des pubs d'achat. C'est pas simplement sur 3 mois, sur 6 mois, c'est quelquefois des années après. Hein, pas simplement le rançon pour demander des sous pour les données, mais que des données, on les retrouve parce qu'elles ont été piratées, on les retrouve peut-être des années après. Sauf que quelquefois, des années après, vous avez changé de vie, vous avez changé de données. Voilà ce que je voulais vous dire. Le respect de la confidentialité, c'est une priorité number one. La transparence de ce qu'on fait des données, ça, je crois que ça a été très bien dit. Et puis la cybersécurité des professionnels qui manipulent nos données parce qu'elles sont gratuites. On est content qu'elles soient gratuites. On les donne de bon cœur, comme les dons du sang. Mais il faudrait peut-être aussi qu'ils y fassent un peu plus attention. Voilà mon message du soir. Merci Olivier.
Est-ce qu'il y avait des personnes qui voulaient, rebondir sur ce témoignage, enfin ces témoignages? C'était aussi plusieurs voix qui s'exprimaient à travers Olivier. Hem, Si vous avez, une question ou un commentaire, n'hésitez pas. Sinon, bah, écoutez, merci à toutes et tous, pour, vos interventions. C'était, intéressant et très varié. C'était aussi, le regard que nous on voulait avoir, hein, c'était cette complémentarité dans les interventions pour évoquer les enjeux autour des données de santé et je pense qu'on pourrait encore en parler pendant, des heures, voire faire une semaine de formation sur le sujet. Il y a besoin encore de beaucoup de pédagogie là-dessus, bien sûr en première ligne auprès des professionnels de santé, mais aussi auprès des patients et donc, ce webinaire, c'est plus un premier pas dans la porte que véritablement, une occasion d'approfondir le sujet, mais on espère et on ne désespère pas qu'il y aura d'autres occasions d'en parler. Il y aura effectivement l'événement qui a été un petit peu évoqué là, à un moment donné, il me semble par Olivier, qui est la journée, régionale, sur les usages numériques en santé qui aura lieu le 2 avril à Arras. N'hésitez pas à participer bien évidemment. Si vous avez déjà reçu, l'invitation, je suis certaine que vous êtes toutes et tous inscrits. Et sinon bien sûr dans le cadre de cette programmation sur laquelle nous sommes aujourd'hui, il y aura une formation qui sera proposée aux professionnels de la médiation numérique et de santé pour avoir l'occasion de se rencontrer en vrai. Alors, c'est pas facile à faire parce que c'est vraiment des professionnels qui ont des réalités, des métiers très différents, donc des disponibilités différentes d'ailleurs. Ils sont pas les mêmes vies, mais on aimerait bien réussir à les faire se rencontrer, pour, travailler ensemble à des manières de coopérer sur ces enjeux numériques en santé, de partager des cas concrets, des cas d'usage, sur lesquels ils pourraient travailler ensemble. Donc on vous proposera, une date, sans doute, je pense, avant l'été bien sûr, mais, entre avril et juin et donc on vous enverra un programme qui j'espère, séduira, toutes et tous et d'ici là, vous recevrez sans doute le replay de ce webinaire. N'hésitez pas à le diffuser et merci à toutes et tous pour votre participation ce soir.